Hola, je vais parler en français, du moins j'espère, après une grosse journée de rendez-vous. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes là aussi à une convention qui a réuni plus de 250 éditeurs voilà, de nombreuses parties du monde. Et tout ça grâce à l'équipe de Radical Libros et donc à l'équipe organisatrice de Read que j'aimerais vraiment remercier. Donc j'espère que je vais réussir à même parler français après une journée très intense. Et donc, je me présente. Pour ma part, excusez-moi, je cherche mes lunettes. Pour ma part, je suis une éditrice basée en France, une éditrice d'une maison d'édition qui s'appelle La Fabrique et qui publie précisément en langue française Clara Serra, Françoise Vergès et Elsadek Marceau. Excusez-moi encore. Alors, je vais les présenter tour à tour. Peut-être la plus familière pour vous, c'est Clara Serra, qui est chercheuse et autrice féministe. Son livre El sentido de consentir est paru en castillan chez Anagrama et donc il est traduit à La Fabrique sous le titre de La doctrine du consentement. Françoise Vergès est autrice et militante féministe et anti-impérialiste. En espagnol, ses livres sont disponibles chez ACAL, Traficantes de Sueños, en catalan chez Manifest Libres, Virus ou Tigre de Papel. Et enfin, Elsadek Marceau, qui est l'autrice de Faire justice, qui je crois en espagnol s'appelle Hacer justicia, qui est donc publié en français à La Fabrique et qui est paru tout récemment, cette semaine je crois, en espagnol chez ACAL, enfin en castillan, pardon. Et elle fait donc partie, Elsa, du collectif Fracas, qui est un collectif queer et féministe, et qui œuvre à la gestion de conflits en contexte militant. Voilà, hop. Excusez-moi. Donc j'aimerais quand même vous faire une toute petite introduction sur pourquoi ces trois autrices sont réunies à La Fabrique. C'est une maison qui existe depuis 25 ans. Contrairement à nos camarades, je crois qu'on peut dire qu'à La Fabrique, on publie de moins en moins de livres féministes parce que on peut noter que les questions féministes ont gagné en audience, et ça c'est effectivement grâce aux luttes, mais elles ont gagné en audience en librairie aussi à cause d'une multiplication, certes bénéfique, et une diversification des propositions sur ces thèmes, mais aussi après une accélération depuis 2017 et la vague MeToo, qui a vu un peu proliférer de manière très opportuniste donc tout un tas de titres plus ou moins féministes, ou en tout cas affichés comme tels, et ce qui nous a rendu, nous, à La Fabrique, bien plus sélectifs les années passant, parce qu'on a un grand attachement aux questions féministes. Et on a toujours privilégié, dès lors, et plus encore aujourd'hui, des projets qui puissent apporter une contradiction à certaines reprises en main de thématiques liées au sexisme et au genre par des approches qui sont soit consensuelles, souvent dépolitisées, hélas trop souvent libérales ou trop académiques. Et si ces autrices sont réunies aujourd'hui, à la fois dans notre catalogue et à cette tablée, c'est justement parce qu'elles participent du meilleur remède contre ces reprises en main du féminisme. Voilà. J'aimerais aussi vous dire que ce choix et cette sélection et ce rapport-là au féminisme, c'est aussi, je le dis à mes camarades éditeurs, puisque quelques-uns sont dans la salle, c'est un choix qui paye. C'est-à-dire que Françoise Vergès, par exemple, est traduite aujourd'hui dans, je crois, une douzaine de langues, 14 langues, je pense que si les quelques éditeurs qui sont là, brésiliens, de langue anglaise, devraient vraiment se pencher sur un livre comme celui de Clara Serra, qui s'est très bien vendu en langue espagnole. Clara a fait un travail exceptionnel pour adapter la version française qui s'est vendue à quelques 8000 exemplaires en 8 mois en France. Je sais que pour vous, ça vous embête un peu que je parle de choses boutiquières comme ça, mais il faut quand même dire à nos camarades éditeurs qu'il y a là des autrices assez hors du commun. Et c'est la même chose pour Elsa, puisque son livre s'est vendu à plus de 13 000 exemplaires, alors que c'était une autrice inconnue en France, assez jeune, et que voilà, ce rapport radical au féminisme paye. Il y a en librairie des lectrices, des lecteurs qui sont prêts aussi à porter ces choix.
et qui nous permettent aussi de faire en sorte que voilà, les maisons d'édition ne soient pas seulement des succursales universitaires à l'heure du resserrement autoritaire et austéritaire académique. Et voilà. Bon. Est-ce que vous voulez ajouter chacune un mot d'introduction ou est-ce qu'on part sur la discussion ? Non, j'y vais. Je mets mes lunettes à cette fois, si vous permettez. Alors, j'aimerais commencer par une question à Françoise Vergès, dont l'œuvre et notamment le livre culte en France, c'est quelques 50 000 exemplaires, Féminisme décolonial, a beaucoup œuvré contre les discours féministes dominants. Aujourd'hui, les discours féministes dominants en France et peut-être en Europe sont très concentrés sur la question de la violence et ils tendent de plus en plus à isoler des cas individuels, à les détacher des réalités certes sociales, mais aussi coloniales, raciales, donc économiques, comme je le disais. Et j'aimerais que tu discutes avec nous ce que nous perdons politiquement lorsque la violence est réduite à une affaire personnelle, à des cas un peu emblématiques, plutôt qu'à une condition systémique. Désolée. Bonsoir et merci Stella pour cette introduction. Je voudrais juste ajouter que ce que tu disais sur la question de l'édition, c'est aussi un choix pour une autrice d'aller vers une maison d'édition effectivement dans un contexte de privatisation de l'édition, de la mise au pas des maisons d'édition, de leur achat par des milliardaires d'extrême droite et de droite, et qu'on peut plus, donc il n'y a pas de liberté en fait, c'est pas on va être publié, on est publié. Est-ce qu'on accepte d'être complice de maisons d'édition qui sont complices de génocide, d'extrême droite, d'idéologie d'extrême droite? Donc c'est pour donc choisir d'être dans une maison d'édition est un choix. Je veux dire, c'est pas simplement tiens, celle-là va me publier alors que celle-là voulait pas me publier. Moi, je peux tout à fait penser qu'il y aurait des maisons d'édition qui me proposeraient de publier, auxquelles je dirais non, parce que je ne veux pas, même si ça pourrait être intéressant d'un point de vue économique. Sur ta question, effectivement, donc, de toute façon, le capitalisme racial travaille à partir de l'individualisation, et ça fait partie aussi de la mise au pas, c'est-à-dire que chacune ou chacun va croire que ce qui m'arrive, c'est à cause de moi. Je veux dire, c'est parce que j'ai rencontré la mauvaise personne ou il y avait quelqu'un qui était mauvais. Et comme ça m'empêche de penser que ça fait partie, en fait, toute une structure, de tout un système qui fait que, bon, ça est tombé sur moi, mais de toute façon, ça va tomber encore sur d'autres personnes. Et donc ça, c'est déjà une des choses, c'est de couper toute analyse commune, toute analyse collective, et qui va entraîner justement le fait, je ne suis pas la seule là-dedans, donc comment je vais me lier à d'autres pour lutter. De toute façon, le féminisme européen s'est toujours appuyé sur l'individu, la personnalisation, les grands noms, les grandes personnes, masquant complètement que c'est toujours un travail collectif, que toute pensée est collective, toute écriture est collective, ça ne sort pas tout seul comme ça de sa tête. Et en masquant évidemment particulièrement la question de la violence, il était très important de l'individualiser dans des États qui sont des fabricants de violence. Je veux dire, c'est des États avec une violence absolument systémique, quotidienne. Absolument quotidienne, de fabriquer un monde très hostile à des tas de personnes, aux Noirs, aux Arabes, aux musulmans et aux musulmans, aux Roms, aux queers, aux trans, aux ouvriers, à toutes les personnes. Donc c'est de fabriquer vraiment quelque chose d'hostile et d'appuyer sur la question individuelle, c'est de faire porter sur soi la responsabilité de transformer les choses. Donc, et puis, alors par exemple, même il y a ces vocabulaires, il faut que la honte change de camp, il faut que je surmonte la honte, comme si c'était une question de honte. Mais c'est pas ça la question, c'est que si je porte plainte, on va pas m'écouter. Et puis,
est-ce que je porte plainte? Qu'est-ce que ça va entraîner? Enfin, je veux dire, tout ça est absolument mis de manière totalement abstraite et ça fait reposer sur une femme, ou sur soi, la responsabilité de changer les choses. Et évidemment, donc, c'est complètement pour casser toute lutte collective, qu'il n'y ait pas de lutte collective. Qu'il n'y ait pas aussi de lutte collective qui parte du fait que tu n'as pas été victime. Enfin, bon, j'utilise le terme de victime, que tu n'as pas été en fait finalement la personne qui aurait été frappée, battue, violée, et que c'est pas parce que tu ne l'as pas été que tu ne fais pas partie de cette lutte, que tu ne vas pas rejoindre. Une autre chose aussi, c'est que la manière dont c'est construit, absolument construit des hommes, certains hommes, comme étant les plus dangereux. Ça, c'est vraiment, et là, ça puise dans l'idéologie, dans l'histoire coloniale, où évidemment les hommes noirs, les hommes arabes, les hommes asiatiques ne sont pas vraiment des hommes comme les hommes. Ils sont à part et ils portent en eux une violence intrinsèque. C'est pas des bons pères, c'est pas des bons frères, c'est pas des bons compagnons. Et donc ils sont le truc individuel, c'est aussi de les porter comme étant donc dangereux, de les construire comme dangereux. Et donc, de construire aussi chez une femme la peur de croiser ces personnes dans la rue. Ensuite, de penser la rue, donc d'augmenter avec ça dans l'individu la surveillance. C'est-à-dire, on va vous protéger. Donc, l'État va se porter garant de la protection des femmes, alors que c'est l'État lui-même qui fabrique la violence, qui est lui le producteur de violence et le producteur d'institutions qui sont des institutions qui travaillent, qui font de la violence. La police, l'armée, le tribunal, les institutions, l'école, l'université, qui sont des institutions qui produisent de la violence, qui sont la violence. Et donc d'effacer ça en pensant que c'est justement une question seulement individuelle, on efface l'endroit dans lequel on est, c'est-à-dire un État producteur de violence et un espace public producteur de violence, une vie économique et sociale, comme je disais, productrice de violence. Je veux dire, du fait que les personnes sont épuisées, maltraitées, ce qui est mis en avant, c'est des succès, des choses comme ça, enfin et qu'il est extrêmement important dans ça, effectivement, d'insuffler de la division. Quand en français on dit diviser pour régner, c'est quand même une vérité. C'est quand même une stratégie qui a toujours marché. Donc évidemment, donc d'infuser constamment de la division. Et aussi, la dernière chose que je voudrais dire, c'est en personnalisant, il y a des personnalités qui vont sortir encore plus personnalisées que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont porter la question de la violence plus que d'autres, des femmes qui vont être les représentations de cette violence, parce qu'elles vont correspondre à un récit qui va se mettre autour et qui va être le meilleur reçu que d'autres récits qui vont paraître ne présentant pas assez de dramaturgie, d'aspect tragique ou d'aspect social, qui vont servir un récit accentuant justement l'accumulation de choses personnelles qui a fait que cette personne est devenue victime parfaite. Et avec ça, le fait que tu dois être une victime parfaite. Alors ça, la victime parfaite, c'est extrêmement important. Il faut que tu aies s'il s'agit d'une femme respectable, voilà, tu étais rentrée chez toi à 11h du soir, tu n'avais pas une jupe courte, tu avais fait tout ce qu'il fallait. Il faut la respectabilité de la victime. Et aussi que la personne qui fait cette violence entre aussi dans un cadre qui va soutenir ce récit. Donc il faut la parfaite victime et le parfait perpetrator, le parfait, comment on dit en français ? Auteur, enfin la personne qui perpétue, merci, qui perpétue la violence. Et donc il y a en fait ces choses individuelles favorisent ces récits qui sont donc des récits qui font il faut que tu correspondes à toutes ces normes pour qu'on t'écoute. Et donc là, c'est pas simplement que c'est une histoire personnelle, c'est une personnalisation du récit. Et dans cette personnalisation, il y a certaines normes, un certain cadre discursif dans lequel tu dois rentrer. Et la personne qui t'a attaqué, donc homme ou pas homme, elle doit aussi correspondre à un certain narratif.
Oui, c'est vrai que Clara, donc, la Françoise nous montre combien les discours féministes dominants sur la violence tendent de plus en plus voilà, donc à isoler des cas individuels et aussi à s'adosser à l'État. Et précisément, les discours féministes dominants prônent aussi des nouvelles politiques du consentement qui lient de plus en plus le féminisme à l'État à travers les lois, la régulation, les institutions. Et est-ce que cela ne risque pas de transférer le pouvoir d'action féministe vers l'État lui-même? Et que révèle cette dépendance qu'on voit de plus en plus en Europe sur les limites des stratégies féministes actuelles? Bueno, bona tarda a tothom. Lo primero quería decir un par de cosas sobre, bueno, es un honor estar compartiendo este escenario con Françoise y con Elsa. Y un honor formar parte de este equipo feminista, por esta línea feminista por la que apuesta la Fabrique. Y yo quería también decir algo de lo importante que es que haya una apuesta valiente en estos momentos por parte de los editores por asumir, digamos, como el carácter radical del pensamiento que es buen pensamiento, ¿no? Y eso quiere decir que creo que cuando se apuesta con valentía por unos autores que quieren abrir unos debates que muchas veces son complicados o son incómodos, hay que sostener precisamente, ¿no? esa posibilidad de pensar hasta el final las cosas, de pensar radicalmente las cosas, y creo que lo necesitamos enormemente en un momento donde muchas veces efectivamente se pretende un poco como que podamos publicar cosas de feminismo que le gusten a todo el mundo, que no incomoden a nadie, y creo que es absolutamente equivocado. Hay que asumir el conflicto primero y los antagonismos sociales que están silenciados, es decir, hay que tomar partido y creo que eso es lo que hacen editoriales críticas como las que se encuentran hoy aquí, y hay que posibilitar que haya debates reales, profundos y radicales en el interior de nuestros propios espacios políticos, porque no nos podemos permitir otra cosa, ¿no? Aparte de esto, también quería decir que me parece súper importante esta apuesta, que es evidente en las compañeras que están en el escenario, en lo que ha dicho Stella, por este feminismo que se ocupa de cuestiones verdaderamente transversales. O sea, el feminismo no es un asunto de mujeres, no es un asunto particular, no es un asunto identitario. Y yo creo que esta es la manera de neutralizar precisamente la potencia política del feminismo, ¿no? Esos conflictos, esos antagonismos sociales que son la raza, que son el colonialismo, que son la cuestión de Palestina, que son la lucha de clases, pertenecen al feminismo, y el feminismo es una manera de ponerlos en escena, contarlos y hacer una radiografía radical de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y eso yo creo que es también una apuesta muy clara de la Fabrique y creo que es absolutamente fundamental que se abra paso como esta línea feminista, ¿no? Con la pregunta que me hace Estela, a ver, lo primero que quería decir es que creo que está muy en la línea con la temática de esta mesa, también con algunas cuestiones que ha sacado Françoise. Efectivamente, las nuevas políticas del consentimiento, preguntabas tú, ¿en qué sentido vinculan cada vez más la lucha feminista, ¿no? El feminismo con el Estado? Yo creo que esa es justamente la pregunta, esa es justamente la cuestión que tiene que estar todo el rato de fondo. Y en realidad para contestarla, inicialmente la cuestión podría ser es un poco confusa o nos puede dejar un poco perplejos el hecho de que yo creo que el concepto de consentimiento, si por ejemplo vamos a los años 80, se mostraba muy claramente como un concepto que tenía más bien la función de limitar el poder del Estado. Es decir, cuando teníamos un derecho penal sexual claramente moral, donde se legislaba contra la honestidad, donde se prohibía las relaciones homosexuales, es decir, donde el pecado estaba inserto en los códigos penales, ¿no? Donde la moral y el derecho no estaban separados, el concepto de consentimiento fue defendido muchas veces, por ejemplo, por las luchas LGTBI, para decir, trasladar a los sujetos la decisión sobre sus relaciones sexuales es precisamente impedir al Estado pronunciarse acerca de cómo se tiene que follar, cómo se tiene que hacer el amor y qué sexo es bueno, ¿no?
Así que inicialmente el consentimiento era esa manera, digamos, de otorgar al sujeto individual la posibilidad de decidir y quitársela al Estado. Y en ese sentido es un concepto muy liberal, muy propio de la tradición moderna, que yo creo que tiene que ser reivindicado, ha sido muy reivindicado, por ejemplo, en los debates feministas en el tema del trabajo sexual. Es decir, también las trabajadoras sexuales reivindican, yo también puedo ser un sujeto de consentimiento y nadie tiene que decir si moralmente, éticamente esto le parece mejor o peor, porque ese no es el asunto del que se tenga que ocupar el Estado. Ahora bien, la pregunta sería si el consentimiento se refiere a eso, que en los años 80 introdujo una serie de reformas, ¿no?, en la legislación. ¿Por qué parece tan nuevo este concepto ahora? ¿Por qué vuelve a estar en escena? ¿Por qué? O sea, esto no es muy nuevo, ¿verdad? Tampoco es muy revolucionario, podríamos decir. Es bastante básico, ¿no? Sin embargo, ahora este concepto ha vuelto a entrar en escena de una manera nueva y parece como si el feminismo depositara unas enormes esperanzas en este concepto, porque ahora parece prometernos, si escuchamos los discursos sobre el consentimiento, parece prometernos mucho más que eso, no solamente la posibilidad de que yo detenga o desautorice a una persona a hacerme ciertas cosas que yo no quiero, ¿no?, sino parece prometer un montón de cosas más. Y la respuesta de por qué está ocurriendo esto creo que hay que encontrarla en la llegada al contexto europeo, porque estamos en el contexto europeo ahora, pero desde luego también al contexto sudamericano, de un tipo de discurso sobre el consentimiento cuyo origen es Estados Unidos, es esta doctrina del consentimiento afirmativo que se gesta en la sociedad norteamericana en los años 80, que tiene muchísima hegemonía a lo largo de los años 90 y que se ha concretado en determinadas reformas legislativas y que viene a decir que el consentimiento tiene que ser positivo. Esto hace 10 años, hace 15 años no había llegado aquí, pero sin embargo lleva mucho tiempo, muchas décadas debatiéndose en Estados Unidos. Y la cuestión que yo quería poner sobre la mesa en el libro es que lo que significa consentimiento en este nuevo terreno o en esta nueva doctrina es ya una cosa distinta a la que decíamos antes, ¿no? En las doctrinas, en el debate, ¿no?, sobre el consentimiento positivo se dice esta cosa de, bueno, el consentimiento era una cosa de mínimos, era efectivamente algo muy insuficiente, porque qué triste el sexo si solo le pedimos al sexo que sea consentido, es decir, dejarse hacer por el otro, ¿no?, permitir al otro, autorizar al otro. Vaya cosa más poco interesante, qué poco le estamos pidiendo al sexo, ¿no? Y seguro que todos y todas estáis de acuerdo con esto, es pedir bastante poco al sexo, ¿no? Y con este discurso de podemos pedir más, se ha empezado a construir un discurso sobre un consentimiento que tiene que ser mutuo, que tiene que ser recíproco, que tiene que ser íntimo, cuidadoso, deseado, entusiasta, comunicativo, permanentemente negociado, un montón de adjetivos que empiezan a aparecer en el consentimiento y que lo que sostengo es que acaban cambiando radicalmente el concepto de consentimiento, sobre todo porque encaminan el consentimiento hacia la búsqueda del deseo. Lo que buscamos es una relación profundamente deseada, íntimamente deseada, entusiastamente deseada. Si os fijáis, eso no es lo que significa consentimiento, como cuando lo decíamos antes. A nadie se le pide que consienta un aborto entusiasmada, o muy feliz, o muy contenta. Tampoco se le pide que firme un papel de matrimonio entusiasmada. Es un asunto en el que el Estado no tiene nada que decir, porque el Estado no tiene nada que decir acerca de los sentimientos o las vivencias o los deseos internos de los sujetos cuando afirman o hacen pactos o establecen acuerdos. Sin embargo, en el terreno del sexo, estamos entrando en una lógica por la cual parecería que el sexo tiene una cualidad especialísima por la cual esto sí se puede pedir. La cuestión es que cuando pedimos al consentimiento mucho más, como se suele decir, cuando somos más ambiciosas, porque esperamos mucho más, estamos autorizando a que el Estado pida mucho más. Porque el consentimiento es un concepto jurídico, y es un concepto jurídico de las leyes penales, y por tanto del derecho penal.
Y cuando decimos que queremos mucho más que solamente aceptar o solamente consentir, porque aspiramos a desear, estamos diciendo que el Estado puede pedir a los sujetos, y por cierto a las mujeres, que para que su consentimiento sea válido tenga que ser entusiasta y deseante. Obviamente este es un argumento de una parte del feminismo abolicionista contra el trabajo sexual. Si os fijáis, una parte del feminismo dice la trabajadora sexual acepta, es verdad, consiente, es verdad, autoriza, pero no desea, porque no lo hace verdaderamente deseando, ¿no? Y podríamos decir, ¿y por qué las mujeres parece que tienen que recualificar, validar, dotar de una especie de plus de validez su querer con esta especie de deseo auténtico que tiene que acompañar los actos que el Estado valida, ¿no? Y sí me parece que remite a la cuestión que planteaba Estela, precisamente porque yo creo que el debate acerca de cuánto le pedimos al sexo, cómo de entusiasta tiene que ser, cómo de satisfactorio, cómo de deseado tiene que ser, es absolutamente imprescindible, desde luego que lo es. Y ha sido un asunto del feminismo. El feminismo ha hablado sobre esto. Toda la trampa de la cuestión es que lo estamos haciendo a través de la ley y a través del Estado. Y esto lo cambia todo. Efectivamente, es insuficiente aspirar solo a un sexo consentido, porque queremos mucho más y tenemos que querer mucho más. Pero el error completamente es que esa aspiración transformadora del feminismo se está vehiculando a través de legislaciones penales. Y esta es la pregunta realmente. ¿Es la ley penal ¿es la ley penal la herramienta a través de la cual tenemos que aspirar a un sexo deseado, satisfactorio, maravilloso? A veces se dice, si consentimos, si realmente consentimos, el sexo es maravilloso, el sexo es satisfactorio. Me temo que no, que se puede consentir a un sexo tremendamente aburrido o se puede consentir a un sexo malo. Pero la pregunta anterior es ¿por qué hemos llegado aquí? Porque si es el Estado la vía o el vehículo o la herramienta para un sexo maravilloso, un sexo deseado, un entusiasmo, un encuentro verdadero con el otro, el Estado ya lo ha invadido todo. ¿Dónde está lo que la sociedad hace por otras vías? Y esa era un poco la intención del libro, alertar sobre esta, digamos, vía que yo creo que acaba en un lugar pretendidamente, digamos, podemos reconocer esa búsqueda, ¿no? Del placer, del entusiasmo y de un sexo mejor que consentido, pero fijaros lo que ocurre cuando se lo encomendamos al Estado, y es que todos estos adjetivos que se le van poniendo al consentimiento mutuamente negociado, comunicativo, íntimamente deseado por ambas partes. Por ejemplo, se pone mucho énfasis en que no haya un sujeto pasivo y otro activo, sino que ambos colaboren permanentemente igual. En realidad tiene un peligro enorme y es empezar a señalar algunas formas de sexualidad que, por cierto, no son nada hegemónicas ni nada normativas, porque el cruising muy comunicativo no es, seguro. Y el consentimiento que se da en un cuarto oscuro gay tampoco es nada que no salga de lo pasivo. Efectivamente, hay una sexualidad muy pasiva en el mundo sexual masculino gay y tiene que ser permitida. Y el Estado no debe poder decir nada, ¿no? Entonces, si seguimos construyendo estos discursos por los cuales el sexo consentido es satisfactorio, como dicen algunos autores, empezará a pasar que el sexo no satisfactorio es un delito, que el sexo no satisfactorio revelará que no se ha consentido y que, por tanto, estamos en el campo en el que el derecho penal y el Estado tiene algo que decir. En realidad, lo que está ocurriendo es que una determinada ética sexual está empezando a invadir a través de la ley penal esto que el feminismo está, digamos, pidiendo, ¿no? Y creo que se está haciendo un uso pedagógico del Código Penal y de la política penal, que muchas feministas defienden. Muchas feministas lo defienden. Efectivamente, estamos intentando que la sexualidad sea mejor y la ley puede tener un uso pedagógico. Pero aquí yo creo que hay que abrir un debate honesto y radical con esto. ¿Es el Código Penal una herramienta de transformación social? ¿Es la vía para educar? Porque, desde luego, para una tradición feminista antipunitiva
y una tradición de una izquierda que ha alertado siempre sobre los riesgos de la política penal, sobre el carácter selectivo, digamos, con el que los aparatos del Estado caen sobre unos sujetos más que sobre otros, es un enorme riesgo. Así que, concluyendo con esto a tu pregunta, creo que sí, que este es precisamente el riesgo sobre el que quería llamar la atención. Creo que hay la necesidad de llamar la atención y recordar que precisamente el Código Penal no ha sido el Código Penal y la ley penal amiga de las mujeres. De hecho, ha sido una gran herramienta de castigo de las desobediencias femeninas y que estamos, yo creo, en un giro del significado del consentimiento, en una especie de resignificación del concepto de consentimiento que autoriza al Estado y a la ley penal a entrar en el campo de la ética sexual. Merci beaucoup. Et Elsa Decmarceau, ton travail s'inscrit aussi dans cette réflexion sur la dépendance à l'État et notamment aux tribunaux de l'État, puisque ton livre il s'est inscrit dans une réflexion qu'on dit sur la justice transformatrice, qui refuse à la fois l'arbitraire de la punition communautaire, si je puis dire, et la dépendance aux tribunaux de l'État. Et du coup, ce que j'aimerais te demander, c'est quelles pratiques concrètes on pourrait permettre au féminisme de demander aux auteurs de rendre des comptes et sans reproduire les logiques carcérales. Merci pour cette question. Avant ça, je voulais vérifier que quand on parle français, les gens nous comprennent et que c'est bien traduit dans la salle. Est-ce que vous pouvez faire ça si ça fonctionne pour vous? Ok, personne ne fait ça. Très bien. Bon, je vais quand même répondre à la question. Ok. Pour répondre à la question, je vais redonner un peu de contexte. Déjà, qu'est-ce que la justice transformatrice? Ça pourrait être bien. Et aussi, depuis quelle place je parle quand je vous raconte, quand là je vais répondre. Donc effectivement, je fais partie d'un collectif queer et féministe qu'on a appelé le collectif Fracas, qui existe en France à plusieurs endroits, et qui est un collectif d'intervention, c'est-à-dire d'entraide militante pour faire face aux conflits et aux faits de violence dans les milieux militants. Donc l'idée, quand on a cofondé ce collectif, c'était de pouvoir s'armer pour aider nos confrères et nos consoeurs, nos camarades militants et les collectifs aussi qui faisaient face à ces situations-là et qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas faire appel à la police pour y répondre. Donc on s'est formés, on a écrit des choses, on a essayé de sensibiliser nos communautés queer à ces questions. Et donc on intervient depuis 2019 maintenant dans ces milieux-là. Voilà. Donc à la base, on ne disait pas du tout qu'on faisait de la justice transformatrice, on disait plutôt qu'on faisait de la justice intracommunautaire, parce qu'on ne connaissait pas le terme. On ne connaissait pas d'ailleurs non plus l'abolitionnisme pénal, tout ça. Moi, je suis assez nouvelle là-dedans. Mais du coup, on partait du constat qui est partagé avec d'autres types de philosophies, qui est qu'on était très peu outillés, on avait très peu de théories, on avait très peu de pratiques pour nous aider à répondre à la violence autrement que par la violence. Donc l'idée, c'était d'essayer de proposer une porte de sortie à celles et ceux qui voulaient une porte de sortie. Et donc on est tombé un peu après sur la justice transformatrice, donc pour essayer de la définir. J'ai un peu l'habitude de différencier trois types de philosophies, vraiment pour les gens qui partaient de zéro comme moi, parce que là on parle beaucoup d'anticarcéralisme, d'abolitionnisme, etc. Mais donc pour nous, il y a la justice punitive et la justice restaurative et la justice transformatrice. La justice transformatrice, c'est une justice qui vise à la fois être centrée sur les victimes, à restaurer les victimes, à accompagner aussi les auteurs, mais aussi à travailler, et c'est surtout ça qui me paraît le plus important, à travailler sur les racines, les causes de l'émergence de la violence avec les collectifs. C'est-à-dire que c'est une justice qui ne va pas, comme la justice pénale, proposer une solution qui va mettre en opposition des victimes, des plaignants et la défense et des auteurs.
C'est une justice qui va justement essayer de remettre du tiers et qui va essayer d'apporter une autre dimension, avec un objectif qui est politique derrière, c'est-à-dire que l'objectif, c'est l'abolition de tout type de violence, et en plus, l'abolition du système pénal, ce serait pas mal. C'est une justice qui a été pensée dans les années 90 dans les milieux antiracistes et féministes aux États-Unis, principalement pour lutter contre la violence intrafamiliale, donc contre l'inceste, contre le viol, mais aussi contre des violences très quotidiennes comme, enfin pas des violences d'ailleurs, comme le vol, comme des carambolages dans la rue de voitures. Donc comment on peut gérer tout ça sans faire appel à la police, parce que ça partait du principe qu'il y a des gens pour qui faire appel à la police, c'est plus dangereux que de ne pas faire appel à la police. Donc c'est des personnes qui en gros n'avaient pas le choix d'inventer des alternatives, et donc la justice transformatrice, c'est vraiment ça, c'est comment à partir de notre communauté, comment à partir des gens qui nous entourent et qui ont tout intérêt à ce que la situation s'améliore avec nous, on peut penser des alternatives, on peut penser des solutions qui soient créatives et qui reposent vraiment sur le terrain autour de nous, sur les gens qu'il y a autour de nous, sur notre ville, sur l'existence, sur notre quartier, voilà. Et donc sur la question de demander des comptes aux auteurs, en fait, en réalité, il existe plein de choses plutôt aux États-Unis. En France, je ne sais pas comment c'est ici, mais en France, il y a encore peu d'initiatives de justice transformatrice. Il y a plus de choses du côté de la justice restaurative, parce que la justice restaurative en France est très liée aux appareils d'État. C'est une justice qui ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a eu dépôt de plainte, et qui est accessible qu'aux victimes qui ont déjà déposé plainte ou aux auteurs pour qui il y a eu une démarche judiciaire. Donc c'est une justice qui quand même a accès à des aides d'État, là où la justice transformatrice, vous l'aurez compris, c'est une justice abolitionniste qui est plutôt infrajudiciaire, ce qui se passe en dessous du système pénal et donc en dessous des aides institutionnelles, etc. Donc finalement, ça explique pourquoi elle est assez peu répandue, notamment en France. Et donc l'idée, c'est, donc pour moi, effectivement, demander des comptes à des auteurs, c'est important, ne serait-ce qu'au niveau individuel, quand on a été victime de quelque chose, le fait d'avoir besoin de réponses, le fait d'avoir besoin de toucher du doigt la vérité de pourquoi ça m'est arrivé à moi, d'avoir besoin de réponses, ça, on l'entend tout à fait, et ça peut être au centre de plusieurs dispositifs de justice, notamment de la justice restaurative, qui se positionne beaucoup sur la médiation auteur-victime, ou qui se positionne beaucoup sur l'accompagnement des victimes dans un but de guérir, dans un but de se restaurer, et les auteurs dans un but de reconnaître les faits qu'ils ont commis. Là où, pour moi, en tout cas, la question, c'est pas tant comment on va faire que chaque individu va reconnaître individuellement les violences qu'il ou elle a perpétrées, c'est plutôt comment, déjà, on peut travailler sur le contexte de ces violences, comment on comprend effectivement qu'on est dans un système qui produit de la violence, et donc comment on peut s'organiser, comment on peut penser des stratégies politiques de lutte contre ces violences pour démanteler par exemple le système pénal. Mais au-delà de ça, c'est comprendre que la violence, c'est situationnel. Ça peut apparaître parce qu'il y a un contexte qui est favorable, parce qu'il y a un collectif autour qui le permet, parce qu'il y a une famille autour qui le permet, parce qu'il y a des collègues de travail qui le permet. Et donc nous, effectivement, on peut accompagner des auteurs, même si c'est vraiment pas le cœur de notre activité, parce que ça, on estime que voilà, la transformation individuelle, c'est important, mais c'est plutôt de l'ordre du chemin individuel, et ça, on peut l'encourager évidemment, et on doit l'encourager notamment pour que les violences s'arrêtent. Mais nous, par exemple, on n'est pas psychologue à Fracas, on est militant. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire que si on travaille sur le contexte d'émergence, eh ben, probablement, ces violences, elles ne pourront pas se repasser demain. Donc nous, quand on est appelé, par exemple, pour intervenir sur des situations de violence avec des auteurs, on va travailler d'un côté avec les auteurs et les victimes, mais de l'autre, on va travailler avec le collectif en se demandant qu'est-ce qui a bien pu permettre que ces violences-là émergent. Et donc, nous, on ne demande pas aux auteurs de nous rendre des comptes, on n'est pas la police, on n'est pas tout ça. En plus, le problème, c'est qu'on ne peut pas se passer du consentement pour que les gens participent à nos trucs qu'on propose. On n'a pas la force de la police, on n'a pas la force de coercition. Donc de fait, par exemple, ça arrive très souvent qu'il y ait des auteurs qui ne veuillent pas nous voir, et pourtant, nous, on estime que ça ne doit pas arrêter le travail, que ça n'empêche pas que, en fait, oui, ok, lui, il ne veut pas, mais n'empêche qu'à côté, avec les victimes, on peut continuer d'avancer, on peut réfléchir avec elles sur qu'est-ce qui leur ferait du bien, comment elles peuvent aller mieux, et notamment avec l'aide des gens qui sont autour, mais aussi travailler avec le collectif pour peut-être changer la société de demain, tout simplement. Ah, merci Elsa. Et puisqu'on a mis la violence, Françoise, au cœur de cette discussion, on peut quand même dire que dans le capitalisme actuel, la violence, elle est
plus du tout dissimulée, mais plutôt mise en scène, offerte en spectacle. Ce spectacle, qu'il soit gore, enfin cette mise en scène, qu'elle soit gore, racialisée, marchandisée. Et j'aimerais savoir, dans ce cadre-là, en quoi cette intensification place-t-elle le féminisme décolonial plutôt que le féminisme libéral au cœur de tout projet crédible d'émancipation? Oui, il faut du spectaculaire. Alors, le punitif doit devenir spectaculaire dans la vie quotidienne. Il y a eu du punitif spectaculaire à la colonie. Il fallait tuer en public, il fallait punir publiquement, et aussi il fallait punir massivement. C'est-à-dire, pour un colon tué, il fallait 1000 colonisés tués publiquement. Donc cette culture du punitif spectaculaire qui est là pour infuser de la terreur et puis de la peur et de se dire bon, alors, je sais pas, on va essayer de ne pas se mettre dans la position où on finira comme ça. Et donc ce spectaculaire aussi pousse à réclamer des peines de plus en plus fortes pour des auteurs de crimes. Parce que ça va avec, je veux dire, c'est-à-dire ça fait monter les enchères, si je puis dire. J'avais été frappée, il y a eu une grosse affaire en France récemment, à Mazan, où une femme avait été endormie pendant 10 ans, volontairement par son mari, qui enfin après invitait des hommes à venir la violer. Et ce qui m'avait frappée, c'est pendant le procès, il y avait des jeunes féministes qui venaient pour que chaque auteur soit condamné à 20 ans. Elles réclamaient spectaculairement devant le tribunal des peines lourdes. Et je me suis dit, mais quel geste politique c'est d'aller réclamer spectaculairement des peines encore plus lourdes. Je veux dire, tout le monde doit aller et ça doit être vu, ça doit être absolument présenté ainsi. Et cette question, effectivement, du spectaculaire va aussi avec une conception de ce que le punitif, justement mis en spectacle, va convaincre des auteurs potentiels de ne pas le faire parce que sinon ils vont finir aussi ainsi. Or, le spectacle n'a jamais rien fait, le spectacle n'a fait que vouloir encore plus de spectacles. Les lynchages aux États-Unis étaient des spectacles. Les gens venaient pique-niquer, emmener les enfants autour. Enfin, je veux dire, c'est quand même, quand on y pense, c'est quand même totalement insensé. Et là, on est jusque dans les années 70. On n'est pas du tout au 19e siècle. On n'est pas non plus dans les punitions publiques du 18e siècle dont des auteurs ont parlé. Donc, le spectaculaire, le fait que, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on voit à Gaza, et qui est donc absolument le fait, même s'il n'y a pas de journalistes étrangers qui peuvent entrer, mais il y a suffisamment d'images qui passent, il y a un spectaculaire encore du punitif. C'est vraiment, c'est mis en scène, et c'est, vous croyez que ça va être un peu moins? Vous allez voir, ça va être encore pire, on va aller encore plus loin. Vous allez voir ce qu'on est capable de faire. Vous allez voir ce que ça veut dire d'oser résister. Et donc, pour contrer cela, pour contrer la mise en scène et la demande justement spectaculaire de plus de punitifs, de plus que quelqu'un doit être absolument puni, que ça doit se voir, que je veux dire que ça doit être mis en spectacle, et pas du tout dans ce que disait Elsa, dans une perspective de justice. De justice, pardon, réparative, il y a un petit papillon qui venait. Et va aussi avec, en fait, comment dire, je dirais, d'imposer de plus en plus un certain ordre dans la société. Je veux dire, un ordre où, finalement, c'est de demander d'obéissance n'est plus seulement de se dire, bon, bah, vraiment, on va obéir, parce que finalement, c'est comme ça, ce qu'on a appris, on nous a appris depuis l'école,
Mais on va absolument éviter de devenir, justement, d'être puni aussi spectaculairement. Et le féminisme qui réclame des peines plus lourdes, presque des scènes publiques de honte, de rendre quelqu'un honteux, un homme, une femme, enfin toutes les campagnes qu'il peut avoir ou tout ce qui est sorti sur la personne avec les réseaux sociaux, tout ça, cette forme individualisée qui est absolument terrorisant et qui n'a rien et qui en fait nourrit une violence, nourrit de la violence parce que évidemment ça excite le fait de vouloir faire partie du public et de poursuivre la personne qui a une lettre écarlate ou qui va porter vraiment la punition visiblement. Un féminisme décolonial, c'est justement pas du tout, je veux dire, c'est de sortir du punitif spectaculaire, sortir du punitif comme spectacle, de le fait de réclamer, de nourrir un esprit de vengeance jusqu'au bout, de vengeance vraiment de réclamer la mort et de trouver que réclamer la mort, ben voilà, c'est tout à fait normal parce que il le mérite, l'auteur le mérite. Et l'auteur peut être tout à fait une femme, hein, ça n'a rien à voir avec le genre. Et c'est alors parce que cette personne aurait maltraité un enfant. Enfin, je veux dire, de toute façon, il faut absolument aujourd'hui, revenir au punitif spectaculaire. Un féminisme décolonial va dire, mais ce spectaculaire ne fait que nourrir évidemment la haine et l'espèce d'aigreur et de sentiment de vouloir que la vengeance devienne la forme dans laquelle on se met ensemble, et donc avec une punition qui va faire, quand évidemment ça va être absolument terrorisant, on va avoir des personnes de plus en plus terrorisées, et qui ne s'attaquent absolument pas évidemment aux racines. Un féministe décolonial voit dans ce punitif, voit les racines coloniales et raciales de ce punitif, voit les racines racistes de ce punitif. C'est qu'il y a une longue histoire du spectaculaire, de la répression, du spectaculaire, du punitif. Il n'était jamais question que ça se passe tranquillement. Il fallait que ça se sache. Tout ce qu'on sait, des dictatures fascistes, des dictatures militaires, des guerres coloniales, des guerres fascistes, c'est la mise en scène du spectaculaire. Et donc ce spectacle et le féminisme décolonial, un féminisme décolonial, enfin ce que je défends parce qu'il y en a peut-être d'autres, hein, c'est vraiment de refuser parce que cette captation par le regard brouille justement, puisqu'on est aspiré par le spectacle, va brouiller tout ce qu'on pourrait faire d'autre, c'est-à-dire de comprendre pourquoi il y a un tel spectacle, pourquoi c'est une mise en spectacle, pourquoi et pourquoi finalement le capitalisme a besoin de ça. Le capitalisme racial qui de toute façon fait de tout un spectacle. En ce moment fait de tout un spectacle, et on connaît sa capacité à absorber même ceux qui le critiquent. Même la critique qui lui est portée, il va le transformer en slogan dans l'art ou dans la mode ou peu importe, pour justement, donc il y a deux choses, il y a le spectaculaire et il y a la pacification. Et les deux vont toujours ensemble. Il y a toujours comment pacifier. Et la pacification, c'est toujours absolument, c'est l'écrasement, c'est la mort. Je veux dire, il n'y a pas de pacification pacifique. Et pour moi, pour un féminisme décolonial, c'est de se battre contre cet état de guerre permanente qui a été institué par l'impérialisme et le capitalisme. Et ce qui me frappait il y a quelques années, au moment de l'invasion de l'Ukraine, c'est qu'on entendait partout que nous avions vécu en Europe en paix depuis la fin de la guerre. Or, ce discours de la paix est un discours totalement mensonger, puisqu'il n'y avait pas de paix. Il n'y avait pas de paix, les guerres coloniales se succédaient les unes après les autres, les guerres impérialistes se succédaient les unes après les autres. Donc c'était la paix ici parce qu'il y a la guerre là-bas, parce que la guerre a été externalisée, la violence a été externalisée. Et des féministes pouvaient dire, voilà, nous sommes en paix, il peut y avoir des progrès pour les droits des femmes, etc. Mais c'est parce que la guerre
étaient faites là-bas et que des femmes étaient torturées, violées, et des hommes évidemment aussi, et des enfants. Alors cet état de guerre permanente, effectivement, il se fait passer pour la paix, c'est-à-dire d'apporter la paix, mais ce n'est pas de la paix, c'est absolument pas la paix. Ce qui est appelé la paix, c'est de l'ordre armé, l'ordre policier. Et moi, ça me frappe tout le temps quand on dit la paix a régné. Mais enfin, je veux dire, la paix, comment dire, la reddition des troupes nazis est signée, et puis il y a Hiroshima et Nagasaki. Donc il y avait déjà, au même moment on parle de ça, la fin, il n'y a pas de paix, il n'y a jamais eu de paix. Et donc le spectaculaire de la paix, enfin qu'il y aurait eu une paix, que voilà, avec du progrès, les femmes auront eu des droits, les gays ont le droit de se marier, alors que dans ces pays-là, c'est absolument horrible. On jette les homosexuels au 3e étage, les femmes sont voilées, etc. Et c'est cette division constante aussi entre le punitif spectaculaire qui est réservé à ces personnes, avec aussi la guerre à la terreur, et le spectacle d'un certain ordre de paix, qui est toujours mis en contraste. Et avec un féminisme décolonial antiraciste et anti-impérialiste, c'est de mettre à jour justement cette fabrication d'une fausse paix et cette fabrication d'un punitif de manière spectaculaire, en disant que c'est grâce à ça qu'il y aura la paix. C'est parce qu'il faut punir spectaculairement qu'on pourrait avoir la paix. Et donc, pour moi, c'est aussi de reprendre, de se remettre à penser ce que c'est que je veux dire, de parler de cette guerre permanente, de cet état de guerre permanente dans lequel nous sommes. Et c'est pas parce qu'il... Bon, alors évidemment, nous n'avons pas des bombes qui nous tombent dessus et des tanks dans la rue. Et dans d'autres endroits, il y en a en ce moment à Gaza et en Cisjordanie, mais aussi il y a le génocide au Soudan et au Congo et des guerres partout. Mais donc de montrer que la paix dans laquelle l'Europe, une certaine Europe vit, elle est au prix d'une constante punition des migrants dans toute l'Europe, des politiques meurtrières contre les migrants, contre les trans, contre les travailleuses et travailleurs du sexe, contre les ouvriers, contre les ouvrières, contre des tas de personnes, quoi. Et donc, féministe décolonial, c'est aussi un peu ce que disait Clara, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec, pour moi, les droits des femmes. Enfin, la question d'un féministe décolonial, c'est la libération de toute la société. C'est l'abolition du capitalisme, c'est l'abolition du capitalisme racial, c'est l'abolition de l'impérialisme, c'est l'abolition du monde carcéral. C'est là que peut-être on pourra parler de paix. Jusque-là, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura que la guerre constamment, sous des tas de formes. Mais enfin, quand même, tous les jours, il y a des gens qui meurent dans la Méditerranée ou dans la Manche. Je veux dire, qui meurent sur les routes. Il y a les prisons en Europe sont des choses absolument ignobles. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Il y a la guerre faite à tous les corps qui ne conviennent pas au système patriarcal blanc, bourgeois, hétéronormé, capitaliste et raciste. Donc oui, féminisme décolonial doit s'attaquer à cela et à viser vraiment l'abolition de cela. C'est rien à voir qu'on se batte pour des progrès, que les salaires, pour les salaires des femmes, pour les conditions de travail, bien sûr, évidemment, pour que... ou pas seulement des femmes d'ailleurs, parce que les hommes racisés sont totalement exploités. On leur réserve des travaux les plus pénibles et les plus, où ils se cassent le corps, ils se cassent la santé. Donc de toute façon, de travailler contre l'exploitation, oui, bien sûr, de se joindre aux grèves, d'aller sur les piquets de grève, de se joindre aux manifestations, bien sûr. Mais ça ne peut pas être, ce n'est pas l'objectif pour moi. L'objectif pour moi, c'est vraiment l'abolition de cet état de guerre permanente. Merci beaucoup, Françoise. Clara, Françoise, elle pointe ici l'impasse dans laquelle le punitif nous coince. Et toi, tu décris bien le féminisme comme pris dans une impasse philosophique autour du consentement. Et du coup, après les propositions de Elsa, de Françoise, comment, selon toi, le féminisme peut-il en sortir de cette impasse sans tomber soit dans un autoritarisme moral, soit dans un scepticisme total à l'égard de la politique sexuelle?
Bueno, esta cuestión del impasse, efectivamente, la señalo mucho cuando creo que cuando se habla de consentimiento se tiene la sensación de que hay un discurso permanentemente como contradictorio, ¿no? Estamos como atrapadas en unos discursos que nos llevan, por una parte, a este lugar en el que consentir para las mujeres parece una cosa imposible. Imposible en el sentido en el que el sexo es peligroso, es un escenario de peligro. La desigualdad de poder es tan grande entre los hombres y las mujeres que, digamos, las mujeres no pueden decir que no. Y por tanto, esperar que una mujer pueda libremente consentir es esperar demasiado, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo que existe esta especie de clima, ¿no? De una mujer no está en condiciones de decir que no en el sexo, hay el reverso contrario, ¿no? Sin embargo, el consentimiento es algo muy fácil, se puede consentir, todos sabemos qué es, y de hecho, cuanto más contractualicemos todas nuestras relaciones sexuales, mejor serán. Y no solamente porque no serán violentas, sino, como decía antes, porque serán estupendas y maravillosas, ¿no? Y ahí está esta especie de extraña contradicción permanentemente, ¿no? Entre un discurso que tiende hacia un proteccionismo, ¿no? O securitarismo, que dice, puesto que las mujeres no pueden decir que no, el Estado dice preventivamente que no por todas ellas. Y por el otro lado, esta especie de contractualización acelerada de la relación social. Es decir, una especie de neoliberalismo securitario, como se dice en el título de la mesa, que creo que solo aparentemente es contradictorio y que la cuestión es precisamente entender cuál es su punto de encuentro, ¿no? Claro, yo creo que hay que ser enormemente críticos con estas derivas o con estos discursos que vienen del contexto americano, porque creo que su origen es un determinado feminismo, el feminismo norteamericano de la dominación, que fue muy coherente en su posición de decir: la relación heterosexual está perdida como relación en la que pueda haber libertad para las mujeres, ¿no? Los hombres son siempre poderosos, las mujeres están siempre en condiciones de falta total de poder, en una división de género que para otros feminismos, para otras corrientes feministas, ha sido enormemente reduccionista y enormemente esencialista, que ha ubicado, digamos, esta lucha total entre el hombre y la mujer de una manera irresoluble, por la cual básicamente se ha venido a decir, efectivamente, ninguna mujer está en condiciones de decir que no a las proposiciones sexuales de los hombres. Yo lo que exploraba en el libro es que creo que tenemos que leer a las feministas norteamericanas de la dominación porque son feministas muy coherentes, ¿no? Catherine McKinnon es una autora muy coherente porque llega a la conclusión coherente. La conclusión coherente después de decir esto es, por tanto, las mujeres no pueden consentir. Y como no pueden consentir, entonces el Estado, como si fueran menores de edad, toma la palabra por ellas y, por tanto, el Estado dirá qué puede hacer y qué no puede hacer una mujer, ¿no? Digamos, ese es el discurso abolicionista con las trabajadoras sexuales, pero ese discurso puede perfectamente extenderse a todas las mujeres, ¿no? Ubicadas siempre en el lugar de la fragilidad, de la falta de protección y, por lo tanto, de la necesidad de ser tuteladas permanentemente por el Estado. Claro, la cuestión extraña, digamos, del momento en el que estamos, o sea, esa contradicción, esa cosa que a mí me genera perplejidad del discurso que tenemos, es que, si os fijáis, este tono existe hoy en los discursos sobre el consentimiento, pero al mismo tiempo existe esta especie de apuesta por hagamos que las mujeres digan que sí, solo sí es sí, hagamos que el consentimiento sea positivo, hagamos que el consentimiento se diga a través de síes. Y en realidad esto nos mete en una deriva enormemente neoliberal y contractualista del consentimiento, porque si algo, digamos, ha formado parte de la tradición antiliberal de las feministas, que yo creo que es rescatable, reivindicable, de las feministas de la dominación, es decir, la trampa del neoliberalismo para las mujeres es precisamente que a las mujeres se les hizo consentir a una cosa que se llama matrimonio y que después les impedía retirar su consentimiento en las relaciones sexuales con sus maridos. Y por eso la violación en el matrimonio ha estado siempre posibilitada.
bajo el argumento de que las mujeres habían consentido a un contrato matrimonial que implicaba deberes y obligaciones. Si los maridos nunca han podido ser acusados de violación, es precisamente por un argumento contractual. No, es que la mujer ya había dado su consentimiento. Carol Pateman escribió para decir, ojo, porque aquí está toda la trampa. Y toda la trampa consiste precisamente en desligar los síes de los noes. En decir que se puede consentir, pero no se puede no consentir. Como decía Geneviève Fraisse, que en esto lo decía súper bien, decía, las mujeres se han casado a lo largo de toda la historia, pero en realidad nunca han sido libres de casarse. Si acaso podemos decir que fueron libres de casarse cuando conquistaron muchos siglos después el derecho a divorciarse, ¿no? Y hasta ese momento el matrimonio era una trampa. Bien, la pregunta es por qué en el terreno del sexo hemos decidido independizar el sí del no. Una posición antiliberal tiene que recordar que el consentimiento es efectivamente una trampa del liberalismo siempre y cuando valide síes o valide aceptaciones o valide contratos allí donde no se pueden rechazar, allí donde no se pueden impugnar. Entonces, ¿qué demonios significa solo sí es sí? ¿Qué demonios significa convertir, digamos, la validez del consentimiento de las mujeres en síes, independizados de la posibilidad de decir que no, ¿no? Yo creo que el feminismo de los años 80, que hizo del no es no un lema político, creo que ubicaba mucho mejor la cuestión de que toda la trampa es precisamente no poder decir que no. ¿Pueden las mujeres decir que no en este mundo? Pues yo creo que aquí eso es lo que hay que mirar con complejidad. Si decimos que las mujeres no pueden decir que no nunca al sexo, entonces tiene razón Catherine McKinnon. Entonces son menores de edad y entonces que no se valide ningún sí, porque están dichos en condiciones en las que no se pueden decir que no. Judith Butler dice, creo que tenemos que distinguir condiciones en las que no se puede decir que no y por tanto un sí dicho en condiciones de coacción, de amenaza, en condiciones de un jefe amenaza con represalias laborales. Todos esos síes deben ser invalidados, porque debe ser invalidada la posibilidad de consentir. Pero es enormemente peligroso independizar, como decía, la validez del sí del no. Y por tanto estamos en una especie de lógica extraña por la cual, al mismo tiempo que asumimos que las mujeres no pueden decir que no, animamos todo el rato a hacer pactos y contratos a través de síes, ¿no? Esto es lo que yo quería señalar con el consentimiento positivo, que tiene precisamente, en la medida en la que es positivo, esa deriva hacia el contrato, ¿no? Creo que hay una parte del feminismo que alertó de que en el sexo no puede haber contratos y que es enormemente peligroso que haya contratos, ¿no? Se dice todo el rato, por ejemplo, en el caso de Pellicot, ¿no? Se dice, por ejemplo, en muchos contextos, hay que traer el consentimiento a escena porque es la manera de proteger a las mujeres de la violación. La cuestión es que en muchos de los contextos en los que esto se dice, y sobre todo se apela, digamos, a este consentimiento positivo, el problema fundamental es que las mujeres no estaban en condiciones de consentir. El problema no es si consintió o no, el problema es que no se podía consentir. El problema es que las leyes tienen que identificar los contextos y, desde luego, alguien inconsciente o con privación de sentido es evidentemente una situación donde no se puede consentir. Entonces, el problema es que las leyes tienen que estar bien hechas para identificar todos esos contextos en los que apelar al consentimiento sería una especie de fantasía liberal, porque no se cumplen las condiciones para ello, ¿no? Y creo que entonces aquí está jugándose o produciéndose una pinza extraña, ¿no? Por la que al mismo tiempo que avanzamos en políticas cada vez más, digamos, de ampliación del Código Penal, avanzamos también, de una manera creo que más encubierta, en una especie de contractualización de las relaciones sociales, ¿no? No se puede consentir, luego digamos sí, evidentemente esos síes no sirven para, digamos, para abordar las situaciones de violencia, de agresiones sexuales, sí que sirven, sin embargo, para decir algo así, como lo que decíamos antes, si nos decimos que sí, si nos comunicamos mucho, si nos preguntamos mucho, si le pedimos al otro que diga su deseo, las relaciones serán más
contratadas, más pactadas, más habladas, más contractualizadas y por tanto más seguras, ¿no? Y aquí, y acabo con esto, yo creo que la otra cuestión es, de nuevo, ponerle límites a la ley, ponerle límites al contrato. El contrato es una ficción jurídica y puede tener su sentido en determinadas condiciones, pero extrapolar esa ficción, pensar que nuestras relaciones sociales se producen a través de la ley, pensar que la relación social misma se da después de un contrato, es una distopía neoliberal terrible, que en el fondo, de nuevo, nos lleva a un contexto en el que, precisamente como el otro es siempre una especie de amenaza del que me tengo que proteger, un sexo inseguro, un sexo dudoso, un sexo atravesado por la incertidumbre y probablemente un sexo donde hemos perdido códigos sociales, también porque el feminismo ha puesto en crisis determinados códigos, pensamos que se solucionará a través del contrato y el pacto, ¿no? Y creo que nos engañamos. Y aquí tiene que llegar el feminismo a decir, tenemos que reubicar el papel del Estado a un papel mínimo, a un papel muy limitado, y tenemos que poner sobre la mesa preguntas, debates, discusiones sobre qué queremos, cómo queremos relacionarnos, allí donde la sociedad tiene algo que hacer y el feminismo tiene algo que proponer por fuera de la gramática de la ley del Estado y sobre todo de la ley penal. Merci Clara. Merci. Elsa, j'aimerais t'offrir la conclusion, notamment parce que ça te donnerait l'opportunité de dresser les quelques pistes de travail que tu traces tandis que tu écris ton prochain livre à paraître en 2026 et en français. Tu te penches notamment sur les débats féministes actuels qui mettent souvent le trauma et le statut de victime au centre comme principale source de légitimité dans le débat, et en quoi ce cadrage empêche-t-il d'imaginer une justice féministe, radicale, collective, et puisqu'on conclut ce débat, tournée vers l'avenir? Je pense que pour répondre à cette question, déjà, il faut commencer par préciser que le fait de se découvrir victime de violence est un excellent point de départ à un niveau individuel. D'ailleurs, c'est le point de départ de beaucoup d'entre nous. Et que pour moi, le problème ne se situe pas du tout à un niveau individuel, mais plutôt quand on parle du mouvement féministe. Est-ce que le fait de partir d'une expérience victimaire collective, basée sur une identité collective de victime, est un bon point de départ ou pas? Et je pense que moi, j'en suis arrivée effectivement à ces questions dans le cadre de cette deuxième recherche, après avoir fait le constat, en intervenant toujours dans les milieux militants féministes, que il y avait une réelle envie, enfin en tout cas il y avait une réelle croyance que le système pénal, le système punitif, mais le système pénal reproduisait plus de violence qu'autre chose. Ça, c'était un constat qui est partagé. C'est partagé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France en 2020 pour les conditions inhumaines d'incarcération. C'est partagé notamment par nos magistrats, c'est partagé par énormément de monde. C'est partagé aussi dans les milieux féministes. Mais la question, c'est, à partir de ce constat, comment ça se fait que, par exemple, en 2024, il y a un texte qui est sorti en France, qui est une proposition de loi signée par une trentaine d'associations féministes, et qui était principalement axé sur des demandes de plus en plus répressives concernant les violences sexuelles, avec une demande de recrutement de nouveaux policiers, de formation de policiers, de plus de budget, d'un arsenal répressif de plus en plus étendu et d'un filet pénal de plus en plus répandu, comme si c'était la solution aux problèmes qui a été soulevé par la coalition et qui sont des féministes qui savent de quoi elles parlent a priori. Donc moi, ma question, c'était comment les ACAB lancés en soirée, je ne sais pas si ça va pouvoir être traduit, mais c'est pareil en anglais, comment les ACAB lancés en soirée peuvent côtoyer, par exemple, les pancartes féministes demandant 20 ans pour tous les violeurs de Mazan. Ça, c'était une vraie question. Et donc, pour remonter le long de cette question, j'ai dû me poser une autre question qui était comment les féministes en sont venus à faire le constat que les violences de genre, les violences sexuelles étaient un fait social, c'est-à-dire un fait qui n'est pas des faits individuels, qui sont des faits qui traversent l'ensemble de notre société, dans toutes les catégories de population, dans toutes les couches sociales, dans tous les espaces sociaux,
Et comment ça se fait qu'à ce fait social, à ce constat de fait social qu'on doit prendre en charge, on ait apporté une réponse pénale. C'est-à-dire comment à un fait social, au lieu de répondre par des revendications de justice sociale, on est répondu par des revendications de justice pénale. Et donc pour aller creuser cette question, je pense que j'ai dû faire un détour sur, en fait, comment cette lutte-là pour la justice pénale s'est créée et comment les féministes en sont venus à avoir des alliés de plus en plus tournés autour de l'État, autour du système pénal et autour des médias, mais aussi de tout un tas d'autorités scientifiques, etc., pour reconnaître et pour légitimer la cause des femmes. Et donc là, moi, ce que j'ai vu, c'est que l'ascension du féminisme carcéral, qui est assez peu documenté en France, mais qui l'est beaucoup plus, notamment aux États-Unis, qui s'opère à partir des années 80-90, c'est à peu près la même chose en France. C'est fait conjointement à la reconnaissance sociale du statut de victime. C'est-à-dire qu'à partir des années 80-90, surtout à partir des années 2000, puis avec MeToo, il y a une consécration de ce qu'on peut appeler la figure de la victime, une figure qui peut être mise en avant sur une scène sociale pour demander des droits, pour demander de la reconnaissance, pour demander de la réparation, ce qui n'était pas le cas avant ces décennies-là. Et que c'est à partir de ce moment-là que se sont créés des mouvements de victimes, c'est-à-dire des mouvements qui se sont retrouvés autour d'une expérience victimaire, d'une expérience collective de victimes, et que c'est à partir de là que ces mouvements ont pu demander justement de la reconnaissance de la part des autorités légitimes. Et pour moi, c'est là le piège qui, en fait, de toute façon, est une stratégie très commune à tout un tas de mouvements sociaux aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de dire on s'est trompé. Il ne s'agit pas de nourrir de nouvelles injonctions contradictoires en disant il faut être abolitionniste ou il ne faut pas être abolitionniste. C'est pas ça. C'est de se dire que le chemin qu'on a emprunté, le fait de s'organiser comme mouvement de victimes, ça nous a mis dans un champ de contraintes qui nous a amené aujourd'hui à choisir des réponses des réponses pénales qui de fait sont inaccessibles pour 90% des personnes qu'on prétend défendre. Donc là, il y a vraiment pour moi un enjeu à comprendre que dans sa constitution même, le mouvement de victimes féministe notamment, mais bon, pour schématiser un peu le mouvement féministe, c'est soumis à des autorités qui allaient lui accorder ou non ce statut, qui allaient lui accorder ou non des droits, et là donc on parle de l'État. Et donc ça l'a rendu finalement extrêmement dépendant à un système pénal qu'il a dû de plus en plus défendre avec de plus en plus de ferveur. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, on se retrouve face à une contradiction majeure qui est que 90% des personnes ne veulent pas porter plainte quand elles vivent des faits de violence, notamment de violence de genre. Pourtant, les milieux féministes continuent de défendre avec autant d'âpreté que dans les années 80-90 des réponses pénales, en disant il faut restaurer la confiance des victimes, au lieu de se dire non, là, il y a besoin de se repositionner, on a pris les mauvais chemins, il faut qu'on invente, qu'on crée des choses, qu'on crée surtout une alternative pour un monde de demain qui soit plus enviable qu'en fait enfermer 10 000 personnes, 100 000 personnes de plus dans les prisons qui sont déjà à 137% de taux de... bon. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'au lieu d'arriver d'une position surplombante et idéologique en disant il faut enfermer les violeurs, il faut enfermer tout le monde et il faut que les victimes aillent voir les flics, c'est plutôt se dire ok, là il y a un enseignement à tirer et comment on peut penser des réponses à partir de ce constat-là. Et donc là, il y a vraiment pour moi un enjeu de taille à arrêter de défendre des réponses pénales à nos problèmes, à nos expériences de vie, à nos expériences collectives, etc., qui en plus fait qu'il y a plein de nos consoeurs, plein de nos camarades qui en fait se retrouvent sans aide et sans soutien aucun parce que rien n'est pensé en dehors de ce système-là. Il est temps d'arrêter de se lancer vers la justice pénale pour essayer justement de penser des alternatives en se disant que pour l'instant, effectivement, on est sur une terre brûlée, donc il va falloir construire des choses qui vont prendre du temps et qui ne seront pas accessibles demain, mais là, on pense en termes de long terme, justement, au lieu de penser à court terme. Là où la justice pénale est très forte pour arrêter et condamner les gens, ça a un effet à court terme. Nous, en tant que féministes, il me semble qu'on doit se charger du long terme, et je rejoins tout à fait
je te rejoins tout à fait sur le fait que là, pour moi, penser en termes de justice sociale, c'est plus penser en termes de justice pénale. C'est-à-dire qu'on n'est plus là en train de penser des sanctions, en train de penser comment on va pouvoir qualifier tel ou tel acte, mais plutôt en train de penser comment on peut travailler sur des thèmes comme l'éducation, comme, je sais pas, le logement, comme le travail, par exemple, et que tout ça va à terme, à long terme, mais à moyen terme, à court terme aussi, avoir des effets très concrets sur les violences de genre. Mais pour moi, on s'est trop concentré sur les réponses pénales, ce qui fait qu'on a des œillères complètement sur le fait que là, on est à côté de la plaque, à mes yeux en tout cas. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, que c'est important de continuer à se battre pour celles qui le souhaitent, de faire appel à la police, tout ça. Mais les deux, pour moi, doivent être tenus en même temps et de manière conjointe pour une stratégie féministe convergente et pour un futur enviable. Voilà. Eh bien, merci à tous et à toutes d'être venus ce soir nous entendre et merci à cette équipe de choc. Merci encore.